À la base, je suis enseignant d'université. Ma formation première est la météorologie et la climatologie. Voilà. Alors, justement, quel changement vous constatez au Cameroun? Vous parliez de, par exemple, la petite saison sèche où il pleut davantage que pour la petite saison dépluie. Est-ce que vous pouvez nous le réexpliquer? Alors, les changements aujourd'hui observés au Cameroun sont sur 3 ou 4 ordres. Commençons déjà par la quantité des précipitations observées depuis les quantités de précipitations annuelles observées depuis la période de 1950 à 2015. Ce qui est observé, c'est que les quantités moyennes de précipitations annuelles sont en train de diminuer fortement sur tout l'ensemble du territoire, c'est-à-dire de la zone soudanaise sahélienne jusqu'aux zones forestières à pluviométrie bimodale. Dans les zones côtières, dans les zones montagneuses, on assiste à la diminution des quantités de précipitations annuelles. Deuxième point, le nombre de jours durant lesquels ces précipitations se distribuent, ce nombre de jours est aussi en train de décroître. Sur le plan de la distribution saisonnière, nous avons la proportion, la dimension des précipitations que représentait chaque saison est en train de se bouleverser, notamment par exemple dans la zone de Yaoundé. De plus en plus, il pleut plus pendant la petite saison sèche à Yaoundé que pendant la petite saison des pluies. Ce qui fait que les choses se passent comme si les précipitations se déportaient d'un temps à un autre temps. Alors, évidemment, ceci a des impacts importants sur les activités qui dépendent essentiellement des rythmes saisonniers et des rythmes de précipitation. Sur le plan toujours des précipitations, nous assistons ici à des situations météorologiques extrêmes de manière régulière, traduites soit par de longues sécheresses ou alors des situations d'inondation et autres. Vous avez dû suivre dernièrement que dans une zone telle que la région de l'Ouest, pendant plusieurs jours, les précipitations ont été abondantes. Évidemment, ça s'est terminé par des éboulements et des glissements de terrain. Les impacts sont nombreux dans d'autres secteurs, notamment ici le secteur de l'agriculture, le secteur des travaux publics, le secteur de la santé, avec l'occurrence d'un certain nombre d'épidémies, à l'instar du choléra qu'il y a eu dernièrement dans la région de l'extrême nord, et dans d'autres secteurs. Sur le plan des températures, quand on voit les données de température sur tout le territoire du Cameroun, de 1950 à 2015, on assiste à une augmentation, que ce soit des températures maximales, que ce soit des températures moyennes ou que ce soit des températures minimales. Et plus intéressant encore, le nombre de jours avec des températures supérieures à une certaine valeur, c'est-à-dire supérieures à 32, à 35, à 40 degrés, ce nombre de jours dans l'année est en train d'augmenter. Tout ceci a des impacts négatifs sur l'économie de notre pays. Très inquiétant, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant et c'est très important à prendre en considération. On ne peut plus faire l'agriculture de la même manière qu'on la faisait avant. On ne peut plus aujourd'hui penser le développement sans prendre en considération la problématique des changements climatiques, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, que ce soit dans le secteur de l'élevage, que ce soit dans le secteur de l'énergie, pour ne citer que cela. Or, ces secteurs constituent, le secteur rural et le secteur de l'énergie constituent les fondamentaux, la fondation de l'ambition d'émergence de la République du Cameroun. Et donc on peut concilier l'agriculture et la protection de la planète, la protection de la forêt? Oui, c'est ce qu'on appelle l'agriculture durable. C'est tout le sens que le Cameroun donne en parlant, en considérant le mécanisme RED+, comme un outil de développement, un outil de sédentarisation agricole, d'intensification agricole,
qui réduit la pression sur les formations naturelles, qui réduit la pression sur les dites forêts. Pour le dire de manière plus simple, parce que REDD+, nous, c'est trop, ça fait du jargon. Non, quel est vraiment l'intérêt finalement de protéger la forêt tout en dopant l'agriculture? Madame, le REDD+ est un mécanisme qui a été inventé par les pays en voie de développement parce que 17 à 20% des émissions globales de la planète venaient des forêts tropicales à cause de l'activité agricole et de d'autres facteurs déterminants de la déforestation. Dans ce contexte, le Cameroun et les autres, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'autres, la Costa Rica et d'autres pays de la sous-région, nous avons décidé de créer le mécanisme REDD+, qui veut dire réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, et le plus concerné un peu ici, tout ce qui est gestion durable des forêts. Alors, revenant sur le secteur de l'agriculture, l'essentiel de l'agriculture dans la zone forestière de notre pays, c'est de l'agriculture itinérante sur brûle. C'est-à-dire, chaque 6 mois, on bouffe une partie de la forêt, on la coupe, on la brûle et on transforme ce bout de forêt en champ où on plante les arachides, le manioc, le plantain, pour ne citer que cela. Et avec la population qui augmente, avec la fertilité des sols qui diminue, avec les perturbations climatiques qui ne facilitent pas de bons rendements, il se passe que les populations ont tendance à couper un peu plus et ceci entraîne de la déforestation et augmente les émissions. Alors, le REDD+ a été pensé pour qu'on accompagne ceux qui font ces activités pour qu'ils augmentent leur production sans qu'ils soient obligés d'augmenter les surfaces cultivées, sans qu'ils soient obligés de déforester tous les 6 mois. Deuxième chose, qu'ils intensifient en augmentant les rendements des 10 espaces, en se sédentarisant sur les espaces aujourd'hui coupés et laisser ici la forêt sans beaucoup de pression. C'est ce qui fait que le Cameroun a considéré le REDD+, que j'ai expliqué plus haut, comme un outil de développement, de sédentarisation agricole, d'intensification agricole et de modernisation agricole. Mais on peut planter des arbres tout en soutenant l'agriculture? On peut planter des arbres tout en soutenant l'agriculture. Je prends un cas. Avant, on faisait une cacaoyère, on coupait de la forêt, on n'y mettait que du cacao. Aujourd'hui, quand on fait une cacaoyère, on coupe certes la forêt, on y met des cacaoyers, mais au cacaoyer, on ajoute d'autres plantes qui jouent un rôle pour l'ombrage, qui produisent des fruits, des orangers, des avocats, des oranges, des avocats et autres. Ça fait qu'on fait de l'agroforesterie, on fait de l'agriculture tout en évitant de mettre plus de pression sur les forêts naturelles. Plus intéressant encore, au Cameroun, on essaie d'encourager quelque chose, ce qu'on appelle le renouvellement des vieilles cacaoyères. Il y a des cacaoyères qui ont 50, 60 ans, qui font 300 kg à l'hectare. On renouvelle cette vieille cacaoyère en y mettant des cacaoyers. On a eu à couper de nouvelles forêts. Donc, la gestion durable des forêts, la conservation des forêts n'est pas opposée au développement socio-économique, notamment le développement de l'agriculture. Au Cameroun, nous devons continuer à produire suffisamment pour que nous ayons la sécurité alimentaire, pour que nous ayons suffisamment de matières premières pour développer l'agro-industrie, pour que nous ne dépendions pas sur le plan agro-industriel des produits importés. Plus intéressant encore, le Cameroun, c'est le grenier quand même de l'Afrique centrale. Donc, dans le processus de développement actuel du Cameroun, il est prévu que le Cameroun produise, et pour sa sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire, et pour son agro-industrie, ainsi que pour les pays voisins. Est-ce que vous arrivez à calculer les émissions de gaz à effet de serre ou les capacités de stockage des forêts? Des travaux sont faits sur ce plan. Les travaux sont faits sur ce plan.
que ce soit en termes ici des émissions de gaz à effet de serre liées à tous les autres secteurs, l'énergie, les déchets, l'industrie, l'utilisation des terres. Mais concernant les forêts, on a besoin d'être plus précis, on a besoin d'être plus robuste dans nos résultats. Pour quelles raisons? Nos forêts sont caractérisées particulièrement par leur grande diversité. Dans vos pays, quand vous avez 1 hectare, on y retrouve 2-3 espèces. Chez nous, sur 1 hectare, vous trouvez 100 espèces différentes d'arbres. Alors, calculer les densités, calculer les hauteurs, calculer les quantités de carbone de chacun des arbres exige ici et des technologies de haut niveau, notamment l'usage des satellites et le suivi en termes d'inventaire sur le terrain. C'est la combinaison des deux qui permet de dire finalement nos forêts ont telle quantité de carbone, nos forêts ont absorbé tant de carbone pour pouvoir transformer ces informations sous forme de services environnementaux rendus à la stabilisation du climat et que nous devons valoriser dans le cadre de l'accord de Paris. Parce que du coup, est-ce que vous serez capable de dire on a réduit nos émissions de tant de pourcents à la prochaine COP? Oui, au vu des travaux qui se font aujourd'hui, des estimations à la prochaine COP seront normales, pas en décembre là. Hein, à la prochaine, dans des années à venir, des estimations seront plus précises. Il y a déjà des estimations qui se font, madame. Mais nous reconnaissons que ces estimations doivent être améliorées, elles doivent être plus précises, elles doivent être plus robustes. Il ne faut pas balancer des chiffres, surtout quand on a l'ambition de valoriser des services rendus par la gestion durable de nos forêts. Les chiffres doivent être plus précis, ils doivent être plus plus fiables. Voilà. Dernière question, quel est l'enjeu pour Madame, vous? vous pouvez ajouter 10 questions. Non, c'est bon, parce que nous, j'ai pas beaucoup de temps. Quel est l'enjeu? Je voulais vous rassurer, madame. Quel est l'enjeu des prochaines COP pour vous, pour le Cameroun? Madame, d'abord, les changements climatiques sont une réalité pour nous. J'ai été négociateur pour le Cameroun de la COP de Montréal jusqu'à l'accord de Paris. Parfois porte-parole de l'Afrique centrale. Nous considérons qu'il y a déjà eu beaucoup de paroles. Nous pensons que les prochaines COP, on doit passer des paroles à la pratique. Le fonds vert ne doit pas rester un mythe pour les pays comme les nôtres. Ces fonds ont été créés pour lutter à la sédentarisation agricole du Cameroun, pour éviter ici la déforestation, doivent servir ici à l'efficacité énergétique dans notre pays afin de réduire les émissions liées au secteur de l'énergie et afin que toute la planète en profite. Voilà un peu nos attentes par rapport aux différentes COP à venir. Je vais aller plus loin. Il faut toujours que la France se rappelle que l'accord, ce n'est pas l'accord de Berlin, ce n'est pas l'accord de Melbourne, c'est l'accord de Paris. Et c'est durant cet accord qu'on a donné une dimension importante au rôle des forêts dans le cadre de la stabilisation du climat. Nous attendons de la France, et ce n'est pas de la philanthropie demandée, c'est pour toute la planète d'accompagner sérieusement les pays africains dans le cadre de toutes les actions qui conduisent ici à la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Et le fond vert, vous n'en voyez pas la couleur? Madame, Dieu merci, vous êtes à France Info, je crois, à France Inter. Vous avez la possibilité de vérifier la distribution géographique aujourd'hui de la mise à disposition de l'argent ici du fonds vert. Du fonds vert. Ben, il ne file pas beaucoup dans les pays africains. Il ne file pas beaucoup dans les pays où on conserve bien les forêts. Donc, on ne peut pas aller au restaurant pour utiliser les résultats, pour manger les résultats de la gestion durable de nos forêts, résultats qui sont utiles à toute la planète, et faire comme si ce travail se faisait naturellement. Il faut le soutenir par des appuis financiers sérieux. Très bien, merci. Je vérifierai pour le fond vert. Vous avez dit, monsieur, je suis professeur Amougou Joseph Ahamaté, directeur de l'Observatoire national sur les changements climatiques. Je suis étonnée quand même sur le fond vert. Vous allez vérifier, madame. Vous n'en bénéficiez pas du tout? Madame, allez vérifier. Vous serez très surprise.
relatifs à l'Amazonie qui brûle, vous comprenez où on brûle les forêts. Si vous suivez tout ce qui se passe avec la transformation des forêts tropicales en palmeraies, en EVA en grande quantité, ben, ce n'est pas en Afrique centrale, mais les financements liés au RED+, ils sont allés essentiellement où? Au Brésil, en Indonésie et autres. Et maintenant, qu'est-ce qui est venu en Afrique centrale où les forêts, à travers la Comifac, sont gérées durablement? Là, nous avons l'exemple du bon élève qui est puni au lieu d'être encouragé, à la différence du mauvais élève qui est financé, soutenu par la communauté internationale. Les pays de l'Afrique centrale mériteraient et méritent une plus grande attention de la part de l'Union européenne, du Fonds vert climat et de tous les autres financiers des questions des changements climatiques. Vous le disiez de manière plus directe, quand vous dites les feux, ça brûle l'Amazonie et l'Indonésie, et c'est là où vont les financements. Ben, c'est là-bas que vont les financements. Madame, vérifiez les pays nordiques, je ne peux pas citer ces pays pour des raisons diplomatiques et de respect. Ces pays ont soutenu jusque-là le Brésil, l'Indonésie et les autres pays. Mais qu'est-ce que ces pays ont apporté en termes de manière comparative? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la région de l'Afrique centrale, à la région du bassin du Congo? Pas grand-chose, madame. Ok, vous le disiez mieux encore tout à l'heure. Hein. Oui, parce que là, vous avez le micro, c'est pour ça. Non, c'est pas ça. C'est pas le micro. Je peux le répéter de la même manière, mais là, je parle déjà à la communauté internationale. Ben oui, c'est pour ça, vous voulez pas me le redire. Oui, parce là que... où ça brûle. Non, madame, je ne peux pas le dire comme ça parce que j'ai des responsabilités que je respecte et qui exigent de moi